l'expérience l'emporte sur la destination. Donc ça donne un petit peu une idée quand même de l'angle qu'on a choisi pour cette table ronde. On va parler évidemment, on va parler d'autre chose que des quatre murs, hein. On va parler de tout ce qu'il y a aussi autour évidemment. À mes côtés, donc pour en parler, plusieurs intervenants sur des types d'hébergements relativement différents. D'abord, Raphaël Salarin, vous êtes directeur des relations publiques, RSE et communication chez Odalis. Alors Odalis, vous faites pas mal de choses, hein. Vous gérez des hôtels, vous gérez des résidences, des appart-hôtels en ville et aussi ce qu'on appelle des parcs résidentiels de loisirs, hein. Donc plusieurs types d'hébergements différents, on va y revenir. À vos côtés, Benjamin Altaraz, vous êtes directeur hôtellerie chez Turenne Capital, enfin Turenne Hôtellerie, on va dire, hein, qui est un fonds d'investissement dans le domaine de l'hôtellerie. Et vous avez la particularité aussi, en plus d'être investisseur, d'être gérant, hein, chez Turenne Hôtellerie de plusieurs établissements. Là, pareil, vous allez nous en parler. Géraldine Boyer, vous êtes la cofondatrice de Parcel Tiny House. Alors, vous êtes peut-être, dis-je, l'entreprise qui est peut-être la moins connue autour de cette table. Donc, on va préciser ce que vous faites. Vous avez un modèle original et nouveau et intéressant. Et enfin, Quentin Chaplin, vous êtes directeur marketing group de European Camping Group et directeur général de Homer. Donc là aussi, vous allez nous préciser exactement quelle est votre offre, mais ce sont on peut définir ça comme des parcs résidentiels de loisirs plutôt premium. Ça vous va comme définition? Voilà, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Je vais quand même commencer par vous, Géraldine, parce que, encore une fois, vous avez un modèle qui est sans doute un petit peu moins connu. C'est quoi une tiny house et c'est quoi une parcelle tiny house en particulier? Alors, prenez un autre micro si ce n'est pas le cas, et puis on va... Alors, Parcel Tiny House, c'est la société que j'ai cofondée il y a 3 ans maintenant. Et l'idée, c'est d'installer des petites tiny houses, donc c'est des micro-maisons écologiques qui sont autonomes en énergie, au cœur des exploitations agricoles françaises. Donc le but, c'est vraiment de séjourner en pleine nature et de redécouvrir le terroir français avec des agriculteurs ou des vignerons passionnés et passionnants qui ont envie de partager avec les voyageurs. Aujourd'hui, on a 23 tiny sur 18 destinations en France et on espère en avoir presque une 50aine d'ici la fin de l'année. Donc ce sont des hébergements assez minimalistes, hein, on a l'air de les voir ici, très 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 isolés finalement, hein, oui, l'idée c'est vraiment d'avoir aucune nuisance sonore et visuelle. Charmant quand même, j'ai l'impression. Merci. Voilà. Et confort? Très confort. Très confort. Et en fait, ce qui est assez bluffant, c'est que ça fait 18 mètres carrés, que vous avez tout le nécessaire. Donc il y a une vraie cuisine équipée où vous pouvez cuisiner, une douche, des toilettes sèches made in France sans sciure, et un coin lit avec une vue panoramique sur la nature, ce qui est très apprécié des voyageurs. Et également, maintenant, on a pensé l'expérience pour avoir 2 adultes et 2 enfants. Donc, on a ouvert en fait cette expérience-là à la famille. Voilà, j'allais vous poser la question. Finalement, c'est quel type de voyageurs que vous visez? C'est donc des familles, j'ai l'impression. Oui. Des familles donc plutôt éco-responsables ou finalement tout type de familles qui se disent finalement j'ai envie d'une expérience un peu différente, un peu plus isolée du tourisme de masse. Pour nous, notre cible, c'est vraiment en fait les voyageurs qui sont déjà curieux et citadins. Je pense après famille, couple, peu importe, ils peuvent même venir en amis et autres. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment des gens qui ont cette sensibilité au voyage green, qui sont engagés, mais pas forcément très engagés dans leur quotidien, qui sont plus dans la découverte. Donc on va être souvent, on parle de ces 76% de voyageurs qui ont envie de tester un hébergement éco-responsable. On va souvent être la porte d'entrée en fait, à leur expérience éco-responsable, et ils vont découvrir ce que c'est que de vivre vraiment en plein cœur de la nature, avec des panneaux solaires, donc, ce qui veut dire aussi minimiser son usage de l'eau et de l'électricité, faire attention en hiver. On a mis la clim sur 3 tiny pour un test, alimenté par les panneaux solaires. Il y a aussi des règles à respecter si vous voulez que la clim fonctionne et que l'électricité fonctionne. Donc on essaie vraiment de les éduquer. Et ces voyageurs-là sont tous plutôt quand même citadins et viennent pour un court séjour en nature. Merci beaucoup. On va revenir après sur comment ça fonctionne en termes de distribution, en termes aussi de stratégie de communication. On en reparlera tout à l'heure. Quentin, chez Homer. Alors, chez Homer, donc, vous, votre proposition de valeur, ce sont des mobil-homes, hein, c'est ça, dans des campings avec une forte composante quand même
loisirs, expériences, détente. Alors, même question qu'à Géraldine. Comment cette proposition de valeur évolue aujourd'hui par rapport à notamment ce qu'elle était avant la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a de nouveaux publics? Quel type de clientèle vous visez aujourd'hui par rapport à avant? Comment ça évolue? Alors c'est une évolution, d'abord bonjour à tous. C'est une évolution qui, en fait, évidemment, ne date pas que de la crise Covid. Donc Omer, c'est une société qui a été créée il y a 30 ans à Aix-en-Provence, qui s'est développée, qui est maintenant, donc, au travers du groupe European Camping Group, le leader européen par son chiffre d'affaires du secteur de l'hôtellerie de plein air, donc qui est le nom un peu chic pour le camping, parce qu'on parle en effet d'une évolution du camping, un camping 4 étoiles, 5 étoiles pour ce qui nous concerne, qui traduit une qualité de service, qui traduit une qualité de l'offre, de l'hébergement, jusqu'au parc aquatique, qui sont faits en effet pour les enfants, qui sont faits pour une clientèle qui est à la fois la clientèle historique du camping et une clientèle nouvelle. Et c'est peut-être ça qui a changé avec le Covid. D'accord. On reviendra aussi sur les nouvelles attentes de ces nouveaux clients en particulier. Je continue un petit peu le tour de présentation. Raphaël, donc chez Odalis. Alors Odalis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'hébergement que vous gérez. Puisqu'on est finalement sur la partie plein air, on peut peut-être se focaliser un peu plus là-dessus, mais je vous laisse bien sûr nous dire aussi comment, pareil, les choses évoluent. Est-ce que la saison se passe bien jusqu'à présent? Et est-ce que vous observez, vous aussi, des changements, des nouveaux publics, des changements de comportement majeurs? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste faire un rapide avant de parler de l'hôtellerie de plein air, du camping. Le groupe Odalis, c'est un groupe qui est né il y a 25 ans, qui s'est construit sur le marché des résidences de tourisme et qui, au fil des années, s'est diversifié sur le camping, sur les appart-hôtels de centre-ville et puis également les résidences étudiantes. Aujourd'hui, pour faire simple, on a plus de 550 établissements en gestion et commercialisation, essentiellement en France. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a sur la France quelques 250 résidences de tourisme et puis des campings, puisqu'on a accéléré notre développement sur ce marché en rachetant le groupe Flower Camping il y a une année, qui est le premier réseau de franchisés sur le marché français. Très bien, merci Raphaël. Alors pareil, on reviendra. On peut peut-être déjà regarder quelques visuels puisqu'ils sont là des différents établissements que vous pouvez proposer. Donc vous voyez qu'il y a de tout. Je vous laisse éventuellement les commenter si vous le souhaitez. Sur la marque Odalis Vacances, on est présent à la mer, à la montagne, à la campagne. Avec la marque Flower Camping, on est présent à la campagne, en bord de mer. Je dirais que la différence avec Flower, c'est que l'essentiel des adresses Flower sont un peu éloignées du tourisme de masse. Donc, il y a une sensibilité très forte des adhérents à proposer un tourisme plus vert qui prend en compte l'environnement avec un respect des espaces verts, avec des plantes endémiques, le souci de s'affranchir du chlore pour les piscines quand c'est possible. Donc tout ça se déploie progressivement. Beaucoup de campings aussi, clés vertes. Et voilà, c'est surtout, je dirais que c'est vraiment, sont des projets de vie qui s'est porté par des familles et qui sont très investis. Et après, vous parliez un petit peu de la clientèle accueillie. Alors nous, on n'a pas trop de recul, mais ce qu'on observe sur Flower, parce que ça fait qu'un an qu'on a repris la marque, mais on observe une évolution de la population avec plus de néo-campeurs et qui aspirent aussi à des nouvelles offres. Et notamment, on a mis en place un produit qui s'appelle FreeCamp, qui permet en fait sur un emplacement nu de pouvoir bénéficier d'un coin cuisine, kitchenette et d'une salle d'eau. Voilà. D'accord. Quentin, je ne vous ai pas oublié, on ira voir vos hébergements également tout à l'heure, bien sûr. Je continue juste avec Benjamin Altaras, donc Turenne Hôtellerie. Alors, Benjamin, peut-être par votre double casquette, finalement, gérant, investisseur, vous avez peut-être
encore une bonne vision aussi de comment évolue le marché. Donc un peu même question qu'aux autres. À la fois, donc, rappelez-nous ce que vous proposez comme type d'établissement. Donc plus citadin, je crois, plus urbain, et peut-être plus d'une certaine taille, plus des hôtels plus classiques, mais vous allez nous dire. Et puis, comment vous voyez les choses évoluer en termes de public, en termes aussi d'habitude de réservation, de durée de séjour. Bonjour à tous. Oui, alors nous, on a effectivement Turenne Hôtellerie, une double casquette, donc d'investisseurs, propriétaires, exploitants, mais aussi investisseurs accompagnants de groupes hôteliers et para-hôteliers qui se développent. Donc moi, j'ai monté l'activité hôtelière il y a une dizaine d'années au sein de Turenne Capital. Et donc, on a aujourd'hui une quarantaine d'investissements sur tout le territoire français, 3000 chambres d'hôtel à peu près. Voilà. Et donc, on a observé ces 10 dernières années, bien sûr, des changements de comportement, pas uniquement liés au Covid, mais il est évident que le Covid a entraîné beaucoup de changements. Donc on parle beaucoup effectivement d'expériences et on parle beaucoup d'expériences tournées autour de la nature. Donc ça, c'est évident que ces dernières années, c'est un changement très majeur. Donc toute l'hôtellerie de plein air qui est le vent en poupe depuis quelques années, c'est la meilleure illustration. Et puis la création d'un certain nombre de concepts, d'entités comme la vôtre, effectivement, illustre aussi très très bien cette demande des clients qui est tournée autour effectivement de beaucoup d'authenticité. Alors l'authenticité, on peut la retrouver dans l'hôtellerie urbaine, on peut la retrouver dans l'hôtellerie de plein air, mais on va dire qu'on pourra développer effectivement les attentes, l'évolution des attentes clients, mais elles sont quand même très très axées aujourd'hui sur tout ce qui est authenticité. Alors après, la question qu'on peut poser, je pense aussi devant une audience qui est très axée autour des nouvelles technologies, c'est comment on arrive à conjuguer effectivement l'expérience, l'authenticité et le digital. Tout à fait, on va en parler. C'est quelque chose qu'on va creuser certainement. Exactement. Alors, oui, authenticité. Finalement, c'est peut-être plus authenticité nature que l'aspect vraiment durable, éco-responsable, qui peut être peut-être un peu too much pour certaines personnes. Quentin, chez Homer, je vais vous montrer quand même quelques visuels, mais on va s'attarder un tout petit moment simplement sur le logo en fait. J'ai trouvé assez particulier ce logo. Et quand on a échangé un peu sur ce sujet pour préparer la table ronde, vous avez dit que ça reflète finalement le côté très humain de cette expérience. Donc on va parler digital évidemment après, on va parler de l'expérience digitale, de l'expérience en ligne, etc. Au-delà du côté éco-responsable, etc., il y a finalement cet aspect humain qui est très important. Oui, alors avant de dire quelques mots sur le logo, je le reprécise. En fait, nous vraiment, notre métier, c'est de fournir, de proposer plutôt des vacances donc en mobil-home essentiellement, dans des belles destinations. Mais chacun de ces hébergements, voilà, on en voit un ici à l'écran, nous appartient. Sur l'ensemble de l'Europe, on en a 45 000. Alors pas 45 000 chalets de ce type-là, 45 000 mobil-home, chalets, etc. Ça fait une capacité d'à peu près 250 000 lits qu'on doit remplir de début avril à fin septembre. Et ça nous fait accueillir sur une année complète, donc au niveau du groupe, European Camping Group, 2 500 000 clients. Donc le client est évidemment, comme dans la plupart des business, au cœur de notre action, mais le fait qu'il soit bien pendant son séjour est absolument central pour sa satisfaction et donc pour son attrait à notre marque, pour la préférence qu'il aura pour notre marque et du coup pour notre croissance future. Alors l'humain, c'est pas quelque chose de secondaire, mais on le met au cœur. Et quand on interroge dans des panels nos clients ou le marché sur les attributs, sur ce qu'ils attribuent à la marque Homer, eh bien le sujet humain revient. Je reviens sur le logo. On a souhaité donc refléter tout ceci avec finalement la refonte de notre identité visuelle il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors je ne sais pas si on va revoir le logo pas. Voilà. Alors le vrai logo, c'est le Fluent Device qu'on voit à droite. Donc c'est ces deux visages qui sont réunis, qui se sourient, qui sont un clin d'œil. Donc on peut voir évidemment plein de choses. Mais j'ai voulu ici marquer la construction avec des visages qui se sourient et qui se rapprochent et qui illustrent aussi bien ce qui se passe au niveau de l'intimité de nos clients qui se retrouvent chez nous. Ils se retrouvent
après une année très chargée où les parents, les enfants se croisent plus ou moins en fonction des activités des uns, des autres. Donc on a besoin de retrouver un sens, on a besoin de retrouver une unité dans la cellule familiale, et c'est ce qui se passe en étant dans un petit hébergement. Et c'est aussi la rencontre entre nos personnels terrain, sur le terrain, nos correspondants et nos clients, et qui sont ensemble pendant une semaine, si le séjour dure une semaine. Voilà. Voilà, il y a pas mal d'activités. Géraldine, dans le discours de Quentin, il y a plusieurs choses qui font un petit peu écho à ce que vous proposez finalement. Alors déjà, vous possédez vous aussi finalement les tiny house, donc quelque part vous maîtrisez cette fameuse expérience sur place. C'est important ce côté maîtrise. D'autre part, le côté humain. Alors même si on est à loin de tout, hein, on est quand même sur des exploitations agricoles, donc on est potentiellement, mais pas forcément, en contact avec l'hôte, hein, l'agriculteur. Comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées par ces agriculteurs? Quelle liberté vous offrez finalement dans cette relation avec l'hôte? Comment ça se passe? Déjà, nous, oui, en effet, on possède toutes nos tiny house. La seule complexité qu'on a, c'est qu'en fait, les opérations sont gérées par les agriculteurs. Donc, on travaille avec eux main dans la main pour aussi les former au métier de l'hôtellerie, parce qu'ils sont agriculteurs avant tout et qu'on a pensé le concept avec eux. Mais en termes d'expérience, et oui, vous le rappelez, les voyageurs sont chez les agriculteurs. Donc, il faut bien comprendre qu'on est au sein d'une exploitation agricole. Ils peuvent rencontrer ou ne pas rencontrer l'agriculteur, c'est comme ils souhaitent. Mais pour chaque séjour, il y a une visite, une dégustation des produits qui est offerte ou qui est réservable directement sur notre site. Il y a également aussi pas mal d'ateliers, donc on peut faire découvrir comment on fait la laine mohair dans les Pyrénées ou découvrir comment on fait le fromage de chèvre dans le Val-de-Loire. Tout ça avec des agriculteurs qui sont hyper engagés et toujours passionnants. Donc ça, c'est vraiment le plus, on va dire, de l'expérience parcelle. Et on se dit authentique, puisque là, pour le coup, c'est vraiment chez l'agriculteur et fait par l'agriculteur. Et on voit que des premiers retours clients, quand on a ouvert en août 2020 à Saint-Émilion, c'était ce qui ressortait. C'était vraiment la rencontre avec la vigneronne, comprendre comment on faisait un grand cru, goûter les vins du domaine. Et ça, c'est le plus important dans l'expérience. Ça peut même faire oublier quelques tracas dans la tiny house ou autres aux voyageurs. Là, le titre de la table ronde, c'est quand l'expérience l'emporte sur la destination. Est-ce que la destination devient secondaire dans ce cas-là ? Nous, oui, ça l'est clairement, puisque en fait, on a tous les cas de figure. On a ouvert le premier Saint-Émilion, qui était hyper touristique, hein, 1,5 million de touristes par an. Donc, aucun souci pour ouvrir la destination. Et après, au fur et à mesure, on allait dans des contrées un petit peu plus reculées, dans les Alpes-Mancelles, dans le Jura. On n'est pas forcément dans l'endroit le plus hot du Jura, mais en tout cas, notre agricultrice, elle, en fait une expérience qui est telle qu'elle est pleine toute l'année. Donc c'est vraiment, maintenant, on se permet de pouvoir aller dans des destinations qui sont un peu plus reculées. On commence à avoir une petite notoriété et des repeaters qui aussi reviennent chez Parcelle. C'est important, effectivement, ouais. Benjamin, quand on a préparé la table ronde, quand on parlait un peu de l'expérience, vous avez utilisé une expression que j'ai trouvée intéressante. Vous avez dit, plutôt que l'hôtellerie de chaîne, vous avez utilisé l'expression de tiers-lieu. Et notamment, vous me citiez en exemple, on va regarder ici, cette maison Obono, qui est dans le Morbihan, je crois, si je ne m'abuse. Parlez-nous un petit peu de cette maison Obono et qu'est-ce que vous entendez par tiers-lieu, finalement, quand on parle d'hébergement ? Alors, on a effectivement un bel exemple de vidéo. Si vous diffusez la vidéo, vous êtes très sympathique. Je crois qu'il y a des représentants de la marque Bretagne qui sont dans la salle. C'est un exemple intéressant de ce qu'on a voulu faire dans une... Si on peut juste baisser le son de la vidéo, le temps que... Voilà, c'est juste pour illustrer. Dans merci beaucoup. Une destination, pour le coup, qui a le vent en poupe, la Bretagne, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, l'expérience, on a pris le pari de créer et d'avoir l'ambition de créer une vraie destination très servicielle. Alors sur un lieu, vous voyez, qui est très beau, mais qui était très très fatigué. Hein, un vieux manoir, 13e, 15e siècle, hein, complètement sous-exploité. Et effectivement, la notion de tiers-lieu, elle peut s'appliquer à ce qu'on va faire sur ce site, mais à d'autres sites que nous avons redéveloppés, rénovés, et qui est finalement l'appropriation par les clientèles locales des lieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va viser, évidemment, sur tous nos développements, le tourisme de passage, que ce soit un tourisme d'affaires, mais un tourisme d'agrément, un tourisme de loisirs.
Mais notre ambition, c'est effectivement d'arriver à développer la clientèle locale, les clientèles locales, quelles qu'elles soient. Donc le tiers-lieu, effectivement, on a coutume, effectivement, sur certains hôtels, de les appeler plus des tiers-lieux parce qu'on a beaucoup de points de vente, beaucoup de services qu'on va apporter et auprès de clientèles qui ne sont pas que des clientèles de passage. Dans l'exemple que vous avez vu là en Bretagne, on crée par exemple une offre de restauration très intéressante, notamment pour la clientèle locale. On crée un espace bien-être de 200 mètres carrés, notamment pour la clientèle locale. Voilà, donc il y a toute cette ambition servicielle. Oui, donc le métier de l'hébergeur, finalement, c'est plus être hébergeur, finalement. C'est être quasiment orchestrateur d'activités et de choses périphériques, finalement. Hein. Et déjà à l'écoute des besoins, effectivement, des clients et qui sont nombreux et qui peuvent avoir des besoins très différents. Après, on n'est pas là, en tout cas, ce n'est pas notre ambition non plus de monter des lieux en se disant qu'on va être des lieux attrape-tout et de répondre à toutes les clientèles. Il faut bien, effectivement, prendre un parti pris et définir une stratégie, bien sûr. Mais voilà, il y a cette ambition-là. Alors Géraldine disait finalement il y a certains endroits, certaines destinations où finalement on n'est pas forcément dans les coins les plus attendus, mais finalement ça fonctionne parce qu'il y a autre chose qui est proposé. Je voudrais un peu avoir votre avis là-dessus, à la fois Benjamin, mais aussi Raphaël. Hein, finalement, la destination, ça a quand même de l'importance quand même pour pas mal de voyageurs. C'est quand même le premier critère, disons, pour aller ensuite chercher quelque chose. Raphaël, ouais, allez-y. Et puis Benjamin ensuite. Ouais. Je vous passe le micro. Là, en l'occurrence, la maison au Bonneau, le lieu, il a été rénové. Il semble effectivement, d'après cette vidéo, assez attirant. Mais l'emplacement est important quand même. L'emplacement, de toute façon, dans n'importe quel investissement, reste fondamentalement important. Mais on arrive aujourd'hui à dépasser quand même cette notion d'emplacement. Parce qu'effectivement, finalement, on peut se dire que la destination avec un grand D est peut-être contradictoire par rapport à la notion d'expérience, en ce sens que la destination, tout le monde va vouloir aller dans une destination. Donc la notion de tourisme un peu de masse, finalement, est assez cohérente par rapport à la notion de destination. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, en lien avec le Covid, mais pas que, beaucoup de gens ont d'autres attentes, aspirent à d'autres expériences que d'aller là où toutes les clientèles vont. Et voilà. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être n'importe où, dans n'importe quelle région, et il faut être capable de proposer des expériences tout à fait intéressantes. Mais on essaye, nous, dans notre développement, alors je parle de Turenne Hôtellerie 2 secondes, mais d'avoir effectivement, en fonction des projets, des lieux justement, des projets qui vont plus miser sur la destination, sur l'emplacement, par exemple en bord de mer, ou effectivement urbain et dans des zones très intéressantes, ou à l'inverse, des investissements sur des lieux où on va tenter plus justement de choses sur les expériences multiples. Voilà. Justement, ça ouvre plus de possibilités finalement. Raphaël, donc même question sur l'équilibre entre destination et expérience en termes de stratégie finalement de développement et de distribution. Et puis, je crois que vous avez piloté en particulier un baromètre du tourisme durable chez Odalis, et il y a certainement que vous faites régulièrement. Et il y a certainement des enseignements intéressants aussi là-dedans. Oui, alors, la première chose, c'est que vous parliez de la Bretagne Nord notamment. On observe quand même un tournant depuis le Covid, et voilà, il y a un vrai retour de la France. Alors, on est très présent en France, mais on observe un regain de la clientèle française pour la destination France, et notamment pour des destinations, la destination montagne. Qui monte en puissance depuis plusieurs années, et là cette année qui est vraiment très très forte. Montagne l'été plutôt. La montagne l'été, oui bien sûr, parce que j'étais sur les vacances d'été. Même chose pour la destination Bretagne Nord qui fonctionne très très bien cet été. Et donc les gens viennent chercher, alors il y a je pense qu'il y a l'aspect prix aussi, avec des budgets qui sont plus contraints, mais ils viennent aussi chercher le calme, l'expérience, se retrouver entre soi, plus au calme, et puis l'authenticité. Et cette authenticité, alors
Alors c'est assez intéressant, je fais le lien avec le baromètre tourisme durable parce qu'on a voulu voir un petit peu quelles étaient les relations entre les Français et le tourisme durable. Et en fait, si ils en ont tous un peu entendu parler, ils sont tous sensibles, on s'est rendu compte que pour la moitié des Français, ça ne voulait pas dire grand-chose et qu'ils en avaient une vision floue. Et puis que finalement, c'est très compliqué de changer ses habitudes. Les gens ils considèrent que le train est le premier levier pour réduire les émanations carbone, mais en fait, ils continuent à 90% à partir en voiture. Enfin, voilà. Donc, et surtout, le tourisme durable, ça ne commence pas en amont de la préparation du voyage. Je pense que c'est lié au fait que nous, professionnels du tourisme, on ne communique pas assez bien sur nos engagements, sur ce que l'on fait, qu'on ne met pas assez en avant les labels que l'on peut avoir. Mais une fois qu'ils sont sur place, et là, il y a une vraie volonté de se déplacer avec des moyens de locomotion plus vertueux, de mobilité douce, comme les vélos et les vélos électriques que l'on propose partout. Il y a une vraie volonté de ne pas rester replié dans nos résidences, mais d'aller à la découverte de la région où ils séjournent, de privilégier les circuits courts, de découvrir le patrimoine. On a de plus en plus de marchés, de professionnels qui viennent dans nos résidences et ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais, c'est un peu une constante dans les discours des uns et des autres, de prendre plus de temps, ce qu'on appelle le slow travel, le slow living même presque. Et puis donc, vous avez évoqué cette idée qu'il y a des nouveaux publics qui ont peut-être une image différente aussi, notamment de l'hébergement de plein air. J'aimerais un peu qu'on s'attarde un peu sur vos stratégies de distribution aux uns et aux autres. Peut-être redonner la parole à Géraldine là-dessus. Comment vous travaillez pour distribuer donc, cette nouvelle proposition, même si ça a 3 ans déjà, qui est en plein essor, votre offre est en expansion. Comment vous la distribuez et comment aussi vous travaillez cet autre aspect de l'expérience qui n'est pas sur place, mais qui est en amont, qui est l'expérience de réservation, l'expérience d'aller au contact avec les publics. Oui, alors nous, c'était vraiment une grande volonté d'avoir une distribution en direct. Aujourd'hui, on a 90% de notre distribution qui est en direct sur notre site. On est sur quelques partenaires, dont Airbnb, Abracadarum, donc plutôt dans l'insolite, et après dans tout ce qui est hébergement green, donc GreenGo, WeGo, Greener. Mais vraiment, pour nous, c'était la volonté d'attirer justement les clients en direct pour aussi amener une clientèle qui est vraiment consciente en fait du projet qu'est Parcelle et qui va être curieuse et justement acheter à la ferme, respectueuse, etc. Donc ils viennent pas juste pour l'hébergement, ils viennent pour l'expérience et ça c'était vraiment important d'avoir une distribution en direct. Le fait de les avoir en direct, ça vous permet aussi peut-être de mieux les informer aussi sur ce qu'ils vont trouver derrière, parce qu'il peut peut-être y avoir des malentendus dans certains cas, vous allez me dire. Mais... Non, exactement. Ouais. Et pour l'expérience digitale, en fait, nous, on a un check-in et un check-out qui est autonome. Donc, on envoie toutes les informations, le plan d'accès, les codes pour accéder à la Tiny. C'est vraiment comme une petite aventure. Mais on est obligé de vraiment expliquer. Donc, on prend le temps de créer, que ce soit des guides pratiques d'utilisation de la Tiny ou des guides de destination qui sont beaucoup demandés avec les recommandations de l'agriculteur. Donc, ils le reçoivent avant en digital et ils sont aussi en print dans la Tiny, puisqu'on préconise de déconnecter pendant son séjour. Et ça, c'est une des choses qui est très appréciée. Donc, c'est vraiment expliquer. Et en fait, ils jouent le jeu, notamment pour le compost, réduire son usage électrique pendant l'hiver parce qu'il y a moins d'ensoleillement. Les clients prennent vraiment ça très au sérieux et ils jouent le jeu, mais il faut bien expliquer. Quentin, même question, même double question en fait. Première question sur comment vous distribuez vos hébergements et puis comment vous travaillez l'expérience digitale. Vous avez dit tout à l'heure que vous maîtrisiez l'expérience, vous étiez en tout cas en capacité de maîtriser l'expérience sur place. Je crois que vous maîtrisez aussi de bout en bout l'expérience digitale et que c'est une volonté forte. Oui, effectivement. Alors d'abord, comme Géraldine, nous avons dans le même ordre de grandeur une écrasante majorité de ventes en direct et je crois que ça c'est un marqueur de notre secteur de l'hôtellerie de plein air qui, beaucoup moins que d'autres secteurs de l'hébergement, a pu préserver d'une certaine façon ce lien direct, y compris dans la commercialisation avec ses clients. Ça se fait au travers à la fois de nos sites web sous marque, donc par exemple le site Omer pour Omer, mais également de plateformes de distribution que nous avons montées
à l'échelle européenne. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, nous avons une vente directe, hein, c'est-à-dire avec des sites web et des équipes parlant la langue dans 16 pays européens, incluant Slovénie, Slovaquie, République tchèque, Pologne. Et ça vient s'ajouter évidemment aux traditionnels pays où l'on trouve des amateurs de camping, que sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, plaque tournante du camping, etc. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est un marqueur du groupe de European Camping Group, c'est cette capacité, ce savoir-faire à pouvoir aller chercher des clients dans toute l'Europe. Et notre métier, basiquement, c'est d'aller chercher des clients en Europe du Nord pour les emmener en Europe du Sud, ce qui a été un peu mis à mal pendant le Covid, mais qui fonctionne très bien depuis lors. Donc, en effet, il est clé de maîtriser toute l'expérience. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des correspondants sur le terrain. On aime bien aussi dire que dans nos plateformes de centres de relations clients qui sont chez nous, donc dans nos bureaux à Aix-en-Provence, il y a un centre de relations clients avec un call center avec nos équipes. Demain, je suis à Dinan où nous avons un autre call center en France pour continuer à couvrir toute notre expérience. Et on aime dire que dans chacun de ces call centers, il y a aussi des correspondants qui sont en lien direct avec le client. Et puis ensuite, en effet, il y a le digital. Alors notre politique chez nous, notre stratégie depuis toujours, ça a vraiment été d'internaliser la compétence et le savoir-faire. Alors on sait s'entourer de spécialistes qui viennent nous apporter du conseil, mais on a cette Digital Factory interne qui produit toutes nos plateformes, toutes nos innovations, et à la fois sur la partie développement, sur la partie product ownership, sur la partie évidemment marketing de la performance, acquisition de trafic, etc. Voilà, tout est maîtrisé en interne et c'est ça qui conduit à ces taux de distribution en direct très importants. Benjamin, peut-être que pour vos hébergements, le poids de l'indirect est plus important. Mais quand même, quand on parle de relations clients, etc., ça me fait penser à tout ce qui est aussi fidélisation, même quand on est passé en indirect une première fois, comment ensuite passer en direct. Et effectivement, ça me fait penser à ce que vous me disiez quand on préparait également cette table, où vous parliez de l'importance quand même de collecter de toute façon cette donnée et d'avoir une forte stratégie, un bon CRM, une forte stratégie de relations clients derrière pour pouvoir justement ensuite fidéliser et peut-être augmenter plus. Donc double question, quelle est la part du direct-indirect et puis comment vous augmentez le direct quand c'est possible? Alors nous, c'est effectivement très différent parce qu'on est sur de l'hôtellerie beaucoup plus classique, entre guillemets, donc on n'a pas peut-être les mêmes habitudes de consommation que nos amis à côté qui ont une part effectivement de réservation directe extraordinairement importante. On va dire que nous, c'est à peu près 60-40, 60 en direct et 40 en indirect avec nos amis Booking, Expedia & Co. Donc il y a effectivement ce constat-là, et un constat tout à fait factuel de dire qu'il faut travailler avec ces partenaires-là qui sont aussi capables d'apporter parfois des clientèles qu'on n'aurait pas eues en commercialisant uniquement nos hôtels en direct. C'est quand même une donnée du marché aussi. Hein. C'est pas uniquement, il n'y a pas uniquement la vision de dire on paye des commissions sur de l'hôtellerie indirect. Après, bien évidemment, des enjeux de tous les hôteliers et de savoir capturer sa clientèle en direct. Alors effectivement, on a beaucoup d'outils qui sont en place aujourd'hui. Toutes nos équipes sont fortement incentivées sur la recapture, on appelle ça le taux de recapture des clientèles. On a des outils de CRM aussi, bien évidemment, qui sont capables d'identifier tous les clients qui viennent en indirect et puis lors du pre-stay, lors du séjour, après le séjour, faire en sorte qu'on leur propose un certain nombre de choses pour les recapturer. Donc voilà, c'est une bagarre forte. Alors après, on y arrive globalement. On a des taux de recapture qui progressent régulièrement parce que une grosse partie des clients arrivent à comprendre quand même tout l'intérêt ou les intérêts qu'ils ont à réserver en direct dans les hôtels. Les OLTA restent quand même une des bases de comparaison très intéressantes aujourd'hui qui sont très bien faites pour effectivement voir un peu les différents établissements, les notes, les points faibles, les points forts. Mais au final, ce qui fait effectivement la différence, c'est toute la qualité de nos équipes, notamment en réception, pour être capable de convaincre les clients tout l'intérêt à réserver en direct. Raphaël, un peu même question, à la fois sur les modes de distribution direct, indirect dans le groupe Odalis, et puis sur l'expérience digitale. Voilà, un peu les innovations qui sont marquantes.
Oui, alors nous, on a historiquement, surtout sur la saison été, c'est un peu moins vrai l'hiver. En tout cas, sur la marque Odalis, on travaille encore beaucoup avec les comités d'entreprise. Après, on a, je dirais que on a à peu près 45-50% de la clientèle, donc CSE. Et puis voilà, pour le reste, ça va se partager entre la clientèle directe et puis voilà, les intermédiaires, tour opérateurs étrangers et plateformes type Booking. Nous, ce qu'on a, on essaie de personnaliser, de personnaliser l'accueil et en amont du voyage, je dirais. Donc, par exemple, on a 4 call centers. On a des call centers qui sont en France, qui sont en région, avec des gens qui sont formés, qui connaissent les produits, donc qui peuvent vraiment répondre de façon beaucoup plus personnalisée aux attentes des clients. On a mis en place, alors là c'est plutôt le volet achat, mais c'est aussi important parce que je reviens encore sur ce point-là, mais le budget là, et des vacances, on dit partout que les budgets vacances augmentent, mais en fait, oui, ils augmentent, mais derrière ils sont obligés de partir moins longtemps, voilà. Donc c'est plus difficile et donc on a mis en place aussi des solutions de facilité de paiement partagé, de paiement à plusieurs, de paiement même en dernière minute ou après le séjour ou avec des chèques vacances. Et puis, parce que je pense que l'accueil, la première impression qu'on a d'un établissement est déterminant sur le début des vacances et le souvenir qu'on en a. On a déployé pour offrir plus de flexibilité à nos clients, une offre online check-in qui permet en fait, à leur arrivée, les gens ont souvent fait la route, et ils arrivent, ils montent directement dans leur appartement, ils ont été informés en amont du numéro de leur chambre, ils récupèrent les clés sans faire la queue à l'accueil. Voilà. Et ça, c'est très, très apprécié. Et c'est proposé dans 100% de nos établissements Odalis. D'accord. Alors, sur les innovations digitales, donc là, Raphaël vient d'évoquer des choses qui ne sont pas forcément uniquement digitales, comme l'accueil, qui est très important, mais aussi le paiement. On parlait du paiement tout à l'heure. On parlait aussi des chatbots, de l'IA. Est-ce que l'IA, c'est des sujets pour vous, d'ailleurs? Ou peut-être que, d'ailleurs, là, je me tourne vers Géraldine, peut-être que, justement, la technologie, notamment la déconnexion, est un sujet, d'ailleurs. C'est plutôt l'inverse. Mais sinon, d'abord, sur toutes ces nouvelles technologies, notamment de conversationnel, mais au-delà d'intelligence artificielle, est-ce que ce sont des sujets que vous travaillez, et si oui, pourquoi? Donc, Benjamin ou nous pas Quentin, encore, Parcel. Et C'est Parcel, encore pas un peu trop encore. tôt. Voilà. On est au courant, mais en effet, on prend la déconnexion dans les tiny, donc pas pour nous. Quentin, allez-y. Bon, moi, je ne suis pas encore prêt à remplacer les petits visages du logo Homer par le symbole de ChatGPT. Ça me ferait mal, puisqu'il y a vraiment cet humain. Après, une fois qu'on a dit ça, évidemment que l'intelligence artificielle, c'est une évolution structurante. C'est probablement en fait, la nouvelle révolution industrielle dont on ne voit que les prémices actuellement. En fait, ça va être une vague absolument énorme. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, de façon un peu provocante, je suis allé voir justement à ma Digital Factory il y a quelques semaines. Donc, en gros, c'est des trentenaires. Et je leur ai dit, en fait, vous êtes jeunes, mais vous allez être balayés par la génération qui sort de l'école, qui commence à utiliser dans le cadre scolaire ChatGPT, qui va apprendre à l'utiliser à des fins industrielles pendant les études, et qui va vous ringardiser en arrivant là d'ici quelques mois. Donc, moi, je n'ai pas envie de vous remplacer avec ChatGPT. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, vous décupliez votre potentiel en utilisant ChatGPT comme un stagiaire ou comme un contrat d'alternance ou comme quelqu'un que vous aimez bien avoir à côté de vous pour donner les petites tâches. Et en fait, je crois que c'est ça vraiment l'enjeu. Comme toutes les entreprises évoquées, on est vraiment en phase d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc on fait des tests évidemment sur le texte, on fait des tests sur les images. C'est quand même impressionnant aussi de voir les créations d'images. Mais par contre, ça pose beaucoup de questions auxquelles, à titre personnel, je suis très attentif pour que la réalité reste absolue. Et donc même une création d'image doit être pour des besoins précis. Mais fondamentalement, les garde-fous sont nécessaires pour éviter de créer des choses qui n'existent pas. Et encore une fois, je reviens à notre valeur
de mettre cet humain au cœur de tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Benjamin, peut-être, ou Raphaël aussi, si vous voulez. Pas grand-chose à dire de plus là-dessus. C'est un univers qui reste aujourd'hui assez abstrait dans l'hôtellerie quand même. Tout à fait, oui. Et un peu contradictoire par rapport à tout ce qu'on a évoqué quand même sur tout ce qui est expérientiel, etc. Maintenant, voilà, je suis assez d'accord avec l'idée de demander finalement à être convaincu, à être chamboulé, et puis à apporter des idées avec des nouvelles technologies qui vont être de toute façon être appropriées par les nouvelles générations. Mais on ne mesure pas effectivement au niveau de notre secteur, en tout cas de l'hospitalité, ce que ça peut réellement entraîner comme bénéfice aujourd'hui, et notamment bénéfice expérientiel.